Comme chaque lundi, on retrouve notre séquence à la une d'Academ aujourd'hui avec Ruben Honigman. Bonjour Ruben. Bonjour. Et Youssef Murciano. Bonjour Youssef. Bonjour. Et on va commencer avec vous Ruben sur la blague de Guillaume Meurice notamment et ses implications. Voilà, alors c'est une analyse, une autopsie de cette supposée blague de Guillaume Meurice que nous proposons cette semaine par Jonas Pardo. J'aimerais faire une petite introduction un peu plus longue que d'habitude, exceptionnellement. Moi, je suis de la génération qui avait 20 ans, il y a 20 ans, au moment où Dieudonné est apparu sur la grande scène de l'antisémitisme en France. Comment ça a commencé cette affaire ? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est venu déguisé en juif religieux sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel. À l'époque, c'était le grand talk show dont tout le monde parlait, supposément en colon israélien. Et il a fait quoi ? Il a fait un salut nazi, qui allait se transformer plus tard en quenelle, en s'exclamant « Israël ». Israël, Heil, Hitler. C'est-à-dire, il a opéré cette fusion du judaïsme et du nazisme, dont, à mon sens, Guillaume Meurice n'est que l'avatar de quelque chose qui est présent et qui est particulièrement pervers dans la psyché antisémite. Et c'était le point de départ de la carrière antisémite de Dieudonné, un peu comme le Big Bang, c'est-à-dire que tout était déjà là, ça contenait déjà tout. Et cette réunion du juif et du nazi, c'est un peu le triple salto arrière de ceux qui veulent liquider la culpabilité trop lourde à porter de l'Occident, d'un crime trop grand, trop lourd à porter qui s'appelle Auschwitz. Les juifs sont des nazis, les nazis sont des juifs, et donc on peut enfin rigoler à nouveau tranquillement. Et cette histoire de drôlerie, du caractère rigolo de la chose, je pense que c'est un point important parce que, à mon sens, on s'est trompé de combat pendant très longtemps au sujet de Dieudonné, et là aussi au sujet de Guillaume Meurice, à se demander est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est pas drôle. Et les gens qui combattent à juste titre l'antisémitisme disaient c'est pas drôle Dieudonné. Moi je pense qu'on se trompe, je pense que Dieudonné c'est très drôle et c'est bien là le problème en fait. C'est d'autant plus grave, c'est comme dire que Céline n'est pas un grand écrivain ou que Wagner n'est pas un grand compositeur. Céline est un immense écrivain et il est aussi grand antisémite qu'il est grand écrivain. Et c'est pas peu de le dire. Et c'est la même chose pour Dieudonné et la même chose pour Guillaume Meurice. Et le caractère drôle d'une chose, c'est pas ni bien ni mal en tant que tel. On sait bien, quand les Hébreux font le veau d'or, dans la Torah, c'est marqué qu'ils étaient metzachek, qu'ils ont rigolé. Commentaire de Rashi, ils ont commis du meurtre, de la débauche et de l'idolâtrie, c'est-à-dire du culte de soi. Et je me suis souvenu à quel moment est-ce que Guillaume Meurice a effectué son sketch sur France Inter. C'était le 29 octobre, c'est-à-dire on était au tout début de la guerre, de la réplique israélienne au 7 octobre. Les cadavres israéliens étaient encore quasiment chauds. C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il fallait que les Juifs sont des nazis. Mais ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est pas tellement Guillaume Meurice, c'est dans certains milieux notamment de gauche, et j'en viens donc à la chronique de Jonas Pardo, la connivence et l'incapacité absolue à penser le problème de l'antisémitisme. Il faut regarder cette interview, cette longue conversation de Guillaume Meurice sur la chaîne Blast, avec la journaliste Salomé Saké. La chaîne Blast, c'est un bon média qui est situé à gauche, mais ce sont des professionnels rigoureux, intelligents, qui font bien leur travail. Et quand vous regardez cet entretien, je sais pas, de 45 minutes avec Guillaume Meurice, il se pose même pas une seconde la question de savoir est-ce que c'est grave ou pas, est-ce que c'est antisémite ou pas. Il est juste présenté comme la victime de la bien-pensance, d'une censure de quelqu'un qui n'a plus le droit à la parole. Et ça, je trouve ça encore plus inquiétant que ce soit un angle mort absolu pour des gens qui, par ailleurs, sont des gens qui réfléchissent vraiment, qui font rigoureusement leur travail. Et à ce titre-là, moi, je trouve que Jonas Pardo est courageux parce que lui, il se jette dans la gueule du loup, il va sur le terrain, il va dans les milieux qu'on peut appeler de gauche, d'extrême gauche, pour déconstruire l'antisémitisme. Son métier, c'est formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Voilà, il a inventé son propre métier. Et c'est beaucoup plus courageux et moins confortable que de fricoter avec la racaille d'extrême droite que certains font, qui sont des gens qui nous détestent profondément, et on
on s'imagine à dire que comme ce sont les ennemis de nos ennemis, alors tout va bien. Eh bien, je trouve ça courageux de la part de Jonas Pardo d'aller sur le terrain. Il va à Mediapart, il va dans les milieux qui sont prétendument antisionistes, et il leur explique patiemment, et je trouve ça grand de sa part. Et dans cette chronique, il analyse, il fait l'autopsie point par point du sketch de Guillaume Meurice, et il explique pourquoi c'est profondément antisémite et très grave d'associer Netanyahou à un nazi. Les défenseurs de Meurice considèrent qu'il utilise l'humour des opprimés, celui qui s'attaque aux hommes de pouvoir. Mais Meurice ne se réfère pas au Premier ministre israélien en tant qu'homme politique, puisqu'il le qualifie de « sans prépuce ». En se référant à son sexe circoncis et non à sa fonction politique, Meurice se moque bien du fait que Netanyahou est juif. On conçoit assez facilement ce qu'il y a d'infamant de dire d'un juif qu'il est un nazi, puisque les nazis avaient pour objectif d'exterminer tous les juifs. Meurice est loin d'être le seul à mobiliser le terme nazi avec légèreté, mais il contribue certainement à banaliser le nazisme et le génocide des Juifs. Et on évoque tout de suite un autre sujet avec vous, Youssef Murciano, une nouvelle émission sur Academ, un nouveau format que vous venez de sortir. Le 14 février 1898, Le Figaro publie un dessin de presse, Le dîner de famille. L'affaire Dreyfus bat son plein et Carandache, le caricaturiste, va illustrer en 2 dessins la centralité de la question juive dans la France de la fin du 19e siècle. Vous avez tous la caricature en tête. La première planche est un dîner calme où les convives s'interdisent de commenter l'affaire Dreyfus. La seconde planche, le même dîner explose, les gens se battent, les assiettes volent, les chaises se brisent. Ils en ont parlé. Ce que l'on considère ou non antisémite, les citoyens qui méritent que l'on se batte pour eux ou non. Que faire avec cette singularité, la singularité juive qui continue d'exister? Sont-ils un groupe dans le groupe ou des citoyens comme les autres? Ces questions, souvent résumées par questions juives, ce sont celles qui ont poussé, 100 ans avant, Clermont-Tonnerre et les députés de la première constituante à parler des juifs en assemblée dès 1789. Ce sont celles qui déchirent la France entre pro ou contre Maurice, entre déni ou lutte contre l'antisémitisme. Ce sont celles qui poussent les membres de la famille modèle du dessin du Figaro à en venir aux mains. Voilà pourquoi nous avons créé et avons baptisé un nouveau format, Ils en ont parlé. Réalisateur et auteur à la croisée de plusieurs milieux, Jonathan Ayoun réunira 4 fois par an 3 experts de différents milieux et points de vue. Cette émission sera la caisse de résonance de ce que l'on peut retrouver le Shabbat entre le Gefoltefisch et la Dafina. C'est très compliqué de dire Gefoltefisch et Dafina dans la même phrase. À chaque occurrence, c'est le sujet qui agite nos groupes WhatsApp qui sera abordé. Et l'objectif, à ne jamais lâcher, c'est qu'à l'écran, chacun des auditeurs puisse s'identifier et que chacun y puise l'argumentaire du prochain débat. Ils en ont parlé, c'est également, grâce à la modération de Jonathan Ayoun, l'occasion de prouver en images que le débat et la discussion sont encore possibles, même sur les sujets les plus polémiques. Parce que les questions soulevées dans les dîners de famille sont souvent les bonnes questions, mais les réponses parfois à côté, mais aussi parce que si les questions juives frappent la société française, les questions françaises sont le décor des familles juives de France. Retrouvez cette semaine le philosophe Gérard Bensoussan, l'essayiste Brigitte Stora et le militant Dominique Sopo se parler, sans s'étriper, de la gauche, des juifs et de Shylock. On écoute. Je pense que ce qui est important dans les traditions politiques, c'est de regarder non pas simplement ce que sont les miasmes de racisme, d'antisémitisme, de sexisme, d'homophobie que l'on va trouver chez des très grands auteurs au XIXe siècle, qui sont pris aussi dans des idéologies dans une époque très coloniale, où il y a une forme d'évidence qui n'est pas vraiment interrogée. La question c'est, est-ce qu'il y a un effort pour s'en extraire? Je pense que c'est ça la question. Est-ce que, parce que ça, j'allais dire, on peut le trouver au XIXe siècle, à plein d'autres époques, est-ce qu'il y a un effort pour s'en extraire? Et on peut dire que la gauche, en tout cas que de grandes fractions de la gauche, et on rappelait Jaurès, ont fait des efforts pour s'en extraire et pour construire quelque chose qui leur semblait en cohérence avec un idéal qui était un idéal d'émancipation qui ne pouvait pas se marier avec l'antisémitisme, qui est évidemment un frein à l'émancipation, non seulement pour les juifs, évidemment, si on peut dire, mais pour l'ensemble de la société, parce que de fait, l'antisémitisme est un blocage général pour l'émancipation, on pourrait dire, du genre humain, d'une certaine façon, et ce qui était rappelé sur les mécanismes du capitalisme, ou lutter contre le capitalisme. On ne lutte pas contre le capitalisme en tapant les juifs,
puisque là, on est sur une figure du bouc émissaire à travers cette figure métaphorisée de ce que serait l'esprit du capitalisme. Bon, donc l'émancipation, elle passe par la lutte contre ces phénomènes. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, aussi insister sur les efforts qui ont été faits par la gauche dans l'histoire pour s'extraire, j'allais dire, de cela. En tout cas, de partie de la gauche, parce qu'encore une fois, l'histoire est restée complexe de façon continue jusqu'à nos jours. Le deuxième élément, c'est que, on parlait de la France insoumise, Alexis Corbière, un des leaders de la France insoumise, aujourd'hui manifestement en froid avec son principal dirigeant, disait qu'il y avait quelque chose dans la France insoumise qui était singulier. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un parti majeur de la gauche se crée sans qu'il y ait de juifs, j'allais dire, autour de la table, qu'il y a une histoire qui est un peu rompue de ce point de vue-là, et qu'en fait, quand on n'est pas dans la pièce, les vieux démons ils peuvent revenir très vite, ou l'insensibilité peut revenir très très rapidement, on peut s'exprimer très rapidement, puisque vous n'êtes pas dans la pièce. Et ce nouveau format, comme tous les entretiens qu'on évoque ici, sont à retrouver sur le site d'Academ, www.academ.org. Merci beaucoup Ruben Honigman et Youssef Murciano.